Certains des trésors les plus précieux de l'histoire humaine ont été découverts par des archéologues enfoncés jusqu'à la taille dans des champs boueux ou traversant des dunes de sable. On ne sait jamais où la prochaine incroyable découverte archéologique sera faite, mais nous savons qu'il y en a toujours une à venir. En fait, il y en a beaucoup à apprécier dans cette vidéo. Pompéi est l'un des sites archéologiques les plus célèbres au monde, mais on a tendance à penser à Pompéi comme à un site homogène, sans prendre en compte toutes les plus petites découvertes qui y ont été faites. L'une de ces découvertes est une demeure connue sous le nom de la maison des Vétii. Comme tout le reste à Pompéi, elle a été figée dans le temps lors de l'éruption volcanique de l'an 79. Cette demeure doit son nom aux hommes qui y vivaient, Aulus Vettius Conviva, qui devint prêtre après avoir été libéré de l'esclavage, et Aulus Vettius Restitutus, qui était lui aussi un homme affranchi. Presque toutes les magnifiques fresques de la maison des Vétii sont parfaitement conservées et sont considérées comme les meilleurs exemples survivants de ceux que les historiens appellent le 4e style pompéien. 12 scènes mythologiques différentes sont peintes sur ces murs, y compris le châtiment d'Ixion et Dionysos, découvrant Ariane. Nous connaissons les noms des propriétaires de la maison des Vétii car ils ont été retrouvés sur une paire de sceaux en bronze à l'intérieur du hall d'entrée de la demeure. La relation entre les deux hommes, à part leur expérience commune de l'esclavage, est inconnue. Sous les eaux cristallines de la baie de Naples en Italie, se trouve un monde ancien de luxe et de beauté, enseveli pendant des siècles. Au cours d'une récente étude sous-marine du parc archéologique submergé de Baïa, une équipe d'experts a découvert une section extraordinaire de sol en marqueterie de marbre dans les bains de Lacasse. Fait du plus fin marbre importé de Grèce, ce sol en marqueterie est orné de couleurs alternées, mettant en valeur la décoration typique de la fin de l'Antiquité. Les bains de Lacasse furent construits à l'intérieur d'un damus, présentant une colonnade de pierre avec des colonnes effondrées mesurant plus de 79 mètres de long. Ces magnifiques villas étaient les demeures de l'élite romaine, y compris les empereurs, entre le 1er et le 3e siècle. Toutefois, en raison du soulèvement progressif du littoral, les villas étaient constamment en danger d'être submergées jusqu'à ce qu'elles soient finalement perdues sous les vagues. Aujourd'hui, le parc sous-marin de Baïa protège ce site archéologique inestimable. Pour préserver l'héritage environnemental et archéologique du parc, des activités telles que l'interférence avec les vestiges, la pêche sous-marine, la pollution et même la baignade dans certaines zones sont interdites. Toutefois, les touristes plongeurs et les amateurs de plongée en apnée sont les bienvenus pour explorer les incroyables sols en mosaïque des bains de Lacca, où l'on peut encore voir les efforts romains pour lutter contre l'affaissement. Faisant remonter à la surface un trésor japonais ancien, des archéologues de la préfecture de Nara au Japon ont fait une découverte spectaculaire en avril 2023. La majestueuse demeure du prince Tenri du 8e siècle, célèbre pour son patronage du bouddhisme et la construction de plusieurs temples dans la région de Nara, dont le célèbre temple Yakushiji. La résidence a été retrouvée sur un site de près de 90 mètres carrés, comportant 3 bâtiments principaux constitués de Otat-bashira, une méthode architecturale consistant à enfoncer d'énormes piliers de bois dans le sol pour soutenir une structure massive. Les tuiles de toit cuites trouvées sur le site proviennent du même four et couvrent une superficie équivalente à 4 villes. Le bâtiment le plus au nord est le plus grand, mesurant plus de 18 mètres d'est en ouest et plus de 9 mètres du nord au sud, avec des trous carrés creusés pour maintenir d'immenses piliers en place. Le site est un terrain de premier choix, autrefois utilisé par les aristocrates pour leur résidence, et révèle comment la terre était attribuée selon le rang dans le Japon ancien. La découverte renforce la théorie selon laquelle le prince Tenri disposait d'une résidence massive au centre de la capitale Eijōkyō, construite entre les 7e et 8e siècles. Revenons à Pompéi et découvrons la maison de la Petite Fontaine, autre vestige bien préservé de la vie romaine figée dans le temps par l'éruption catastrophique du mont Vésuve. Aussi connue sous le nom de Maison de la Seconde Fontaine ou Maison des Paysages, cette résidence est située sur la Via de Mercurio, nommée d'après une fontaine publique proche présentant un relief du dieu Mercure.
La maison tire son nom d'une fontaine en mosaïque décorée de coquillages, située à l'arrière de son péristyle. Une plus grande fontaine en mosaïque, plus ornée de coquillages et de sculptures en marbre représentant des masques de théâtre, se trouve dans la maison de la grande fontaine à proximité. Autour de la maison de la petite fontaine se trouvent d'autres structures impressionnantes, telles que la richement décorée Phulonica et la maison de l'Horatius Absaiasis, la maison des 5 squelettes avec des scènes de l'Iliade, la maison de Pompanius avec les vestiges d'un pressoir à huile et la maison de l'encre à plusieurs niveaux avec son vaste jardin inférieur. Des boutiques et des thermopolias peuvent également être trouvés dans la région, avec des résidences attenantes qui suggèrent une main-d'œuvre diverse incluant femmes et enfants. L'âge du bronze au Danemark a vu l'émergence d'une classe particulière d'épées courbées. Parmi les découvertes les plus impressionnantes de cette époque figurent les épées de Warby, trouvées par hasard dans l'ouest de la Zélande. La première épée a été découverte en 1952 et la seconde a été trouvée 5 ans plus tard, à quelques pas seulement de la première. Les deux épées comportent des motifs géométriques qui remontent à 1600 à 1500 avant notre ère et sont presque identiques. Cependant, la seconde épée présente une représentation distinctive d'un bateau sur sa lame, faisant d'elle le plus ancien exemple connu de ce type dans l'histoire du Danemark. Cette représentation est similaire aux bateaux trouvés dans les panneaux d'art rupestres de l'âge du bronze à travers la Scandinavie, et au bateau de George Spring qui remonte à environ 350 avant notre ère. Les épées de Warby partagent également certaines similitudes avec ces bateaux, avec leurs extrémités courbées. Bien qu'impressionnantes, la taille et la forme encombrante des épées suggèrent qu'elles n'avaient probablement pas beaucoup de fonctions combatives. En revanche, en raison de leur construction coûteuse en bronze et de leur fine décoration géométrique, elles avaient probablement un rôle symbolique. Leur association avec un contexte cérémonial, connu des panneaux d'art rupestres scandinaves contemporains où les représentations de bateaux apparaissent en grand nombre, soutient cette théorie. En septembre 2021, des archéologues turcs ont découvert une mosaïque si significative qu'ils prétendent qu'elle est l'ancêtre de toutes les autres mosaïques méditerranéennes. C'est une affirmation audacieuse, alors examinons cela. Cet agencement soigné de plus de 3000 pierres a été trouvé dans les restes d'un temple hittite vieux de 3500 ans à Usakli-Oyuk. Les pierres avaient perdu une partie de leur couleur au fil du temps, mais elles étaient à l'origine de teintes noires, rouges et beiges, disposées en formation courbe et triangulaire, créant ainsi la mosaïque. Elle est environ 700 ans plus ancienne que la plus ancienne mosaïque de sol ou de mur connue en Grèce. La découverte des restes d'un palais sur le même site a fait d'Usakli-Oyuk un candidat pour l'emplacement de la ville perdue de longue date de Zipolanda. Le nom de la ville apparaît sur de nombreuses tablettes hittites anciennes et était connu comme un lieu où les gens venaient adorer le dieu de la tempête hittite, mais son emplacement précis était toujours resté un mystère. En décembre 2022, après une nouvelle série de découvertes, les archéologues et les scientifiques ont levé tous les doutes et ont enfin pu confirmer que Zipolanda avait été retrouvée une fois de plus. Dissimulé dans les terres arides de la rive occidentale de la Palestine, le palais de Hicham ou Kasr Hicham est un site archéologique précieux datant de la dynastie omeyyade. Érigé dans la première moitié du 8e siècle, il est un excellent exemple des 10 châteaux du désert omeyyades. Il couvre une vaste superficie de 60 hectares, comprenant un palais, un luxueux complexe de bains, un domaine agricole ainsi qu'un vaste parc s'étendant à l'est du palais. L'histoire du palais est enveloppée de mystères, faute de sources textuelles permettant de déterminer l'objectif ou le mécénat du site. Un ostracone portant le nom de Hicham a été découvert, menant à supposer que le palais a été construit pendant le règne du calife Hicham ibn Abd al-Malik. Cependant, certains archéologues pensent que le palais appartenait à Al-Walid ibn Yazid, un neveu de Hicham connu pour son style de vie extravagant. En 2015, un accord a été signé pour dévoiler et présenter la mosaïque de l'arbre de vie du palais, l'une des plus grandes du monde, couvrant une superficie de 250 mètres carrés. Bien que le site soit censé avoir été détruit lors du tremblement de terre de 749,
des traces de céramique montrent une occupation continue pendant les périodes abbassides et fatimides. Nous ne saurions rien de l'existence des tapisseries d'Overhog si ce n'était l'attention d'un garçon de 14 ans. L'adolescent aidait à nettoyer son église locale à Östersund, en Suède, en 1909, lorsqu'il est tombé sur un paquet de textiles cachés dans les recoins sombres du bâtiment. Lorsqu'ils ont été sortis, nettoyés et inspectés, il est immédiatement apparu qu'ils contenaient une incroyable richesse d'informations historiques. Les tapisseries sont fortement décorées de symboles bleus et rouges, y compris des personnes, des oiseaux, des animaux, des représentations d'Yggdrasil et des runes difficiles à déchiffrer. Lorsque les tapisseries ont été découvertes pour la première fois, on pensait qu'elles provenaient de l'âge des Vikings, quelque part entre le 9e et le 11e siècle. En 1991, des tests de datation au carbone 14 ont été effectués et ont indiqué qu'elles ont probablement été réalisées entre le 11e et le 12e siècle. Cela les place à la fin de l'âge des Vikings et change la façon dont les historiens interprètent les images sur leur surface. On a d'abord pensé qu'elles représentaient l'arrivée du christianisme dans la région, mais on pense maintenant qu'elles sont une prédiction du Ragnarok, la mythologie nordique qui entoure la fin du monde. Les Vikings auraient pu savoir que leur fin approchait, et c'est ainsi qu'ils ont consigné le moment. Jadis élément crucial du domaine du château de la famille Connolly, la magnifique grange est une structure unique et impressionnante située à Selbridge, comté de Kildare en Irlande. L'édifice en forme de tire-bouchon, flanqué de 2 petites tours à colombes, a été construit en 1743 sur le côté de Leixlip de Lestat. Bien qu'il existe diverses théories concernant le but de la magnifique grange, il est largement admis qu'elle a été construite comme un grenier en réponse à la famine de 1740 à 1741. Le trou central à travers chaque étage soutient cette théorie. On pense également qu'elle a été utilisée pour stocker le grain pour les locataires des Connolly. La hauteur de la structure et son emplacement en font une tour idéale pour le tir sportif, ce qui soutient une autre théorie selon laquelle elle a été utilisée comme tour de tir ou tour de garde-chasse. Cependant, la magnifique grange était également visible dans les fenêtres est de Castletown House et remplissait la vue, ce qui suggère qu'elle a peut-être été construite comme une fantaisie. Quel que soit son véritable but, la construction de la magnifique grange a servi de moyen pour maintenir les pauvres locaux en emploi. Une structure similaire, la tour-bouteille, a été construite en imitation de la magnifique grange et se trouve à Churchtown, près de Rathfarnham. Notre prochaine découverte est assez stupéfiante. Il s'agit d'un char Thrace vieux de 2000 ans, mis au jour dans le village bulgare de Paranova en novembre 2008. Les squelettes de 2 chevaux ont été retrouvés avec le char, et les indices sur place laissent à penser que ces chevaux étaient debout et bel et bien vivants lorsqu'ils ont été ensevelis. Le char se trouve dans le tombeau d'un aristocrate Thrace, dont l'histoire n'a pas retenu le nom. Les roues du char de l'aristocrate sont immenses, avec un diamètre de plus d'1,2 mètre, et des ornements somptueux, dont des figurines plaquées argent représentant Eros, chevauchant des panthères. Pour une raison quelconque, le squelette d'un chien se trouve également dans le tombeau. Ce chien pourrait avoir été l'animal de compagnie de l'aristocrate, et on peut espérer qu'il n'a pas subi le même sort que les chevaux. L'idée derrière de tels enterrements était que les traces de haut rang étaient inhumées avec tous les objets dont ils pourraient avoir besoin dans l'au-delà. De toute évidence, les amis et la famille de cette personne pensaient qu'il aurait beaucoup à voyager une fois arrivé là-bas. Les chars à 4 roues sont des découvertes inhabituelles en Bulgarie. Aussi peut-on dire que cet individu possédait un véhicule rare. Vous avez peut-être entendu parler de la tapisserie de Bayeux, mais il est moins probable que vous ayez entendu parler de la tapisserie de Sampoul. C'est une ancienne tenture murale faite de laine, découverte dans l'ancien établissement de Tarembassan à Saint-Paul, dans le comté de Xing, en Chine, en 1984. Lorsqu'elle a été trouvée, elle avait été façonnée en une paire de pantalons pour hommes, mais ce n'est pas ainsi qu'elle avait été initialement conçue, et les historiens trouvent très étrange qu'elle ait été ainsi mutilée pour une utilisation si basique.
La tapisserie est fascinante à cause des nombreuses caractéristiques de l'époque hellénistique qu'elle comporte, notamment un diadème et un centaure grec, indiquant que l'œuvre pourrait à l'origine provenir du royaume gréco-bactrien. Cependant, la figure humaine sur la tapisserie pourrait être une reproduction d'un soldat Yuezhi du 1er siècle, auquel CAS, la tapisserie contiendrait à la fois des éléments grecs et chinois anciens, ce qui en fait un artefact très difficile à comprendre. L'identification de la figure comme étant chinoise est controversée, car elle présente des yeux bleus et des traits caucasiens. Ce n'est que son style vestimentaire qui semble être non européen. Les dates proposées pour la tapisserie vont du 3e siècle avant le Christ au 4e siècle après le Christ. En novembre 2020, une bague vieille de 2000 ans a été découverte dans les fondations du mur occidental à Jérusalem, suscitant une vive agitation parmi les historiens et les archéologues. Ce petit anneau est gravé de l'effigie d'une divinité, mais de nombreux historiens estiment que cette représentation est résolument non juive. Ils soupçonnent en effet qu'il s'agit d'une représentation du dieu grec Apollon. La bague était probablement utilisée par son propriétaire comme moyen d'apposer des sceaux et de signer des lettres et des contrats, mais il est inhabituel de trouver une image d'un dieu non juif à Jérusalem. La conception de ce bijou, façonné dans une pierre de jaspe, est tout à fait conforme à un sceau juif typique, mais l'image sur l'anneau ne l'est pas. Les experts ont émis l'hypothèse que le porteur n'aurait peut-être pas adoré Apollon, mais aurait souhaité exprimer les mêmes choses qu'Apollon incarne selon la croyance grecque antique: succès, pureté, santé et lumière. Même si cela est vrai, il aurait pris un risque considérable en le portant. Pour les gens de l'époque, cela aurait probablement été perçu comme blasphématoire. Vu du dessus, cette incroyable invention à Ghanabad en Iran ne semble rien de plus significatif qu'une série de trous plissés dans le sol. C'est trompeur. Il s'agit en réalité d'une structure immense et interconnectée connue sous le nom de Kharez. C'est un ancien miracle d'ingénierie hydraulique. C'est l'un des plus grands exemples survivants d'un système d'irrigation connu sous le nom de Kanat, une forme de technologie de transport de l'eau qui est encore utilisée dans certaines parties du monde aujourd'hui. Confrontés à la vie sur une plaine sèche il y a 3000 ans, les anciens Perses savaient que la seule façon de survivre était de faire venir l'eau à eux, et c'est ce que fait Kharez. Le système est constitué de tunnels souterrains qui s'étendent sur des kilomètres, reliant les puits aux réservoirs souterrains. Les trous visibles depuis le dessus fournissent une ventilation aux tunnels et offrent également un accès pour la collecte de l'eau. Construire un canal de taille moyenne aurait pris de nombreuses années, car tout le travail était effectué avec des pioches et des pelles. Construire quelque chose de la taille de Kharez a dû prendre des décennies. Des systèmes comme celui-ci existent encore en Libye, au Turkménistan, en Iran et en Afghanistan. Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Vous serez le premier informé lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Merci de votre visionnage.